Et pour finir, on accueille notre dernier expert de la journée et de cette audition publique, Corentin Legras. Bonjour, vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Merci à l'organisation de cette audition de m'avoir invité à répondre à cette ambitieuse question qui est comment structurer des actions au niveau sociétal pour prévenir les violences sexuelles. C'est une question à laquelle j'ai essayé de répondre à partir de mon travail de thèse. Donc j'ai proposé dans mon rapport une approche des violences sexuelles par les sciences sociales et plus précisément à travers la notion de domination, de rapport de domination. Alors pour me situer, moi je fais une thèse sur les mineurs auteurs d'inceste au croisement de l'anthropologie de la parenté et des études sur le genre. Voilà, donc je m'intéresse aux violences sexuelles incestueuses commises par des mineurs. Dans mon travail, je définis l'inceste comme une pratique de parenté prenant la forme d'actes sexuels imposés sur un enfant par une personne de sa famille. J'ai conduit entre 2021 et 2023 une enquête ethnographique en France dans 3 services de protection de l'enfance spécialisés et un centre de thérapie familiale spécialisé dans l'accompagnement des familles incestueuses. J'ai réalisé des entretiens avec des membres de 20 familles concernées, des adultes et des enfants, une quarantaine de professionnels du travail social, de la justice et du soin, et étudié près de 60 dossiers d'assistance éducative rapportant des cas d'inceste commis par des mineurs. Donc mon enquête a la vocation à restituer les implications matérielles et relationnelles de ces cas d'inceste, particulièrement après qu'ils aient été révélés et pris en compte par les institutions. Dans mon rapport, je discute des obstacles à ce que les violences sexuelles soient reconnues comme un fait ordinaire de notre société et comme l'un des rouages de son fonctionnement. Cette approche des violences sexuelles, elle invite à laisser de côté la question du pourquoi on commet des violences sexuelles, au profit de celle du comment. Comment peut-on aussi massivement commettre des violences sexuelles dans une société qui les interdit ? Les sciences sociales, elles montrent que dans tout espace social, il existe des hiérarchies formelles ou informelles, qui sont parfois ratifiées par le droit ou forgées par les discours, les pratiques et les représentations. En fait, je le fais bouger parce que je tremble. Je ne sais pas comment faire. Zut. Il faut que je lâche le truc. Okay. Et ou des représentations, disais-je. Ouais, mais ça n'a pas marché. En fait, non, ça va, c'est gentil. Au fondement de toute hiérarchie sont logés des rapports de domination qui forment les conditions d'exercice de la violence. La domination, ça renvoie, pour Max Weber, à la possibilité de contraindre d'autres personnes à infléchir leur comportement en fonction de sa volonté propre. Elle constitue plus précisément, pour Daniel Kergoat, la dimension symbolique des rapports sociaux, qui légitiment les inégalités entre dominants et dominés en les naturalisant, c'est-à-dire en invisibilisant leurs causes structurelles. Les individus intériorisent ces inégalités comme allant de soi, alors qu'elles relèvent de constructions socialement, culturellement et historiquement situées. Les rapports de domination se jouent à différentes échelles, entre groupes sociaux et entre individus, et ils varient selon les espaces sociaux qu'on observe. Pour Dorothée Ducy, qui est anthropologue, qui a travaillé auprès d'incesteurs incarcérés, la famille, c'est le berceau des dominations, c'est-à-dire le premier espace dans lequel un enfant fait, au contact des adultes et de ses aînés, l'expérience de la soumission et de l'obéissance. Il se voit imposer les termes de son existence, les limites de ce qui lui est possible de dire et de faire, et potentiellement, et pourquoi pas, des violences. La famille est donc un lieu privilégié d'apprentissage et de reproduction des rapports de domination. En constatant que les adultes prennent les décisions et que les enfants doivent obéir, ces derniers apprennent les ressorts de la domination, le fait qu'il est toujours possible de contraindre un plus vulnérable que soit à sa volonté, pour son bien ou pour tout autre motif. Donc l'approche des violences sexuelles par la domination, ça permet de prendre du recul vis-à-vis des perspectives étiologiques en regardant plus largement les violences sexuelles à l'échelle de la société. Dorothée Ducy, elle parle de l'inceste comme de viol d'aubaine, commis par opportunisme, car une minorité des auteurs d'inceste qu'elle a rencontrés sont identifiables comme pédophiles. Dans le cas des mineurs auteurs, cet opportunisme il se traduit par l'accessibilité des enfants de la famille, la facilité de les silencier par la menace ou par le chantage, leur confiance et leur admiration envers les aînés, l'autorité que confère ce statut d'aînesse. Quelles que soient les causes des passages à l'acte incestueux de ces mineurs, ils sont toujours fondés en pratique sur l'identification et l'exploitation d'une ou plusieurs vulnérabilités d'un autre. Son âge, les auteurs sont presque toujours plus âgés que leurs victimes et sont très souvent des aînés. Son sexe, 3 victimes sur 4 sont des filles. Le manque de conformité de ses expressions de genre, son handicap, sa classe sociale, le fait qu'il soit délaissé par ses parents ou qu'il ait déjà subi des violences sexuelles et développé des symptômes qui le marginalisent au sein de la famille et de la société. La capacité d'identifier et d'exploiter des vulnérabilités n'est pas spécifique à un profil d'auteur en particulier,
Et l'exemple des mineurs auteurs d'inceste montre que les violences sexuelles se logent donc dans la reproduction d'inégalités qui cristallisent ces vulnérabilités et dans une légitimité à en tirer profit. Donc prévenir réellement les violences sexuelles, ça impliquerait déjà d'atteindre un consensus au niveau sociétal pour lutter contre les inégalités de genre, de classe, de race, de validisme ou liées à l'âge, sur lesquelles reposent les violences sexuelles qu'on apprend dans la famille et qu'on apprend aussi ailleurs. Oh, merci. Alors, visibiliser les mécanismes de la domination, ça constituerait une première étape pour structurer des actions au niveau sociétal pour prévenir les violences sexuelles. Il faut promouvoir et diffuser des savoirs et des représentations qui sont susceptibles de changer lentement les regards sur la sexualité, les masculinités et les violences sexuelles. Une première idée, qu'on a discutée collectivement avec des collègues du planning familial qui font de la formation et des collègues sociologues aussi, c'est de promouvoir une contre-culture du viol. La culture du viol, pour la définir, ça désigne les discours et les actions qui invisibilisent, banalisent, justifient, voire encouragent les violences sexuelles. La circulation d'informations erronées sur les statistiques de viol, des représentations érotisées de la contrainte sexuelle, ou encore la construction d'un sentiment de légitimité chez ceux qui commettent ou pourraient commettre des violences sexuelles. Il faut encadrer ces discours, réfléchir aux récits qu'on veut raconter, à la manière dont on les raconte, et puis promouvoir aussi des récits, des discours, des productions culturelles qui insistent sur les réalités sociales des violences sexuelles. Il faut déconstruire les sexualités masculines, parce que désirer et accéder à une sexualité active et fréquente, c'est constitutif des masculinités. Explicitement ou en creux, virilité et performance sexuelle sont liées sous différentes expressions selon les milieux sociaux. La sexualité masculine, elle est au centre aussi des sociabilités entre hommes. Elle confère des rétributions symboliques auprès des pairs, dès l'adolescence, comme le dit Isabelle Claire, ou jusqu'à l'âge adulte, comme l'explique Mélanie Gourarier. Le fait que la sexualité masculine soit une performance de genre à destination des pairs, une façon d'éviter le stigmate du PD, comme dit Isabelle Claire, ça participe à l'altérisation des filles et des femmes à l'échelle de la société, ça favorise leur objectification. Donc prévenir les violences sexuelles, ça nécessite un désapprentissage et un changement de regard sur les sexualités masculines à travers l'éducation des garçons. Oh. Bon. Après, tout un truc sur le fait c'est que c'est important de dépathologiser les violences sexuelles en prenant en compte leur caractère ordinaire, puisque la majorité des filles et des femmes qu'on rencontre, elles ont été victimes de violences sexuelles de toute façon. Merci. Idem sur les campagnes contre la pédocriminalité, l'enjeu aussi c'est de garder en tête toujours que la majorité des personnes qui commettent des violences sexuelles sur les enfants ne sont pas pédophiles. Donc si on veut cibler, on ne peut pas cibler une catégorie précise d'auteurs de violences sexuelles sur les enfants. Il faut penser plus largement en fait comment on agit sur ces représentations-là. Et très vite, je fais quelques préconisations à la fin de ce rapport. Je vais essayer de les résumer très vite fait. La première, c'est externaliser la coordination et l'application des actions de prévention contre les violences sexuelles. Un projet d'une telle ampleur, ça n'aura pas lieu sans investissement financier conséquent et surtout sans une volonté politique constante. C'est pourquoi une action globale de prévention contre les violences sexuelles ne doit pas dépendre des gouvernements successifs. Elle doit être externalisée, coordonnée et imposée par une structure indépendante, pérenne et pluridisciplinaire composée d'acteurs spécialisés, issus d'associations de lutte pour les droits des femmes et des enfants, du travail social, du monde médical, du soin, du droit et des sciences sociales. Il faut développer les VARS en termes de rythme déjà, parce que 3 séances par an, c'est dérisoire. Il faudrait que ce soit une matière scolaire au même titre que les autres. Et puis, il ne faut pas qu'elle soit confiée aux professeurs. Aujourd'hui, on parle de plus en plus... Aujourd'hui, la dynamique à l'éducation nationale, c'est de faire de moins en moins appel à des interventions extérieures par des professionnels, notamment ceux du planning familial. On parle d'une formation non obligatoire de 3 jours à destination des professeurs bénévoles. Ça, c'est une énorme régression, évidemment. Et donc, si les VAR, sous les conditions de cette mise en application, ça sera évidemment un fiasco. Par ailleurs, le planning familial est en train d'être définancé. Il y a un appel aux dons qui est tombé cette semaine. 100% des subventions coupées dans les pays de la Loire. Voilà, 7 centres qui vont fermer dans la Drôme. N'hésitez pas. Promouvoir les programmes d'autodéfense des enfants par des interventions en milieu scolaire. Il existe le réseau CAP, Clé pour l'autonomie et la prévention, l'association 1000 miettes aussi. Il faut faire en sorte que chaque enfant se sente légitime à mettre en cause et à dénoncer les comportements des adultes et des mineurs plus âgés qui les entourent. Sur la formation, il faut former les adultes de tous les espaces accueillant des mineurs, évidemment, je sais c'est rébarbatif. Il faut les former à la détection, à l'écoute, à l'accompagnement des enfants victimes et auteurs, mais aussi au respect de l'intégrité physique et psychologique des mineurs. Il faut aussi penser aux employés non qualifiés dans les lieux d'accueil de mineurs, notamment... moi, j'étais surveillant de lycée, par exemple, j'ai eu 0 formation. Et forcément, parce que quand on est payé comme non qualifié, il ne faut pas qu'on soit qualifié, donc il ne faut pas qu'on soit formé.
il faut quand même trouver des modules qui ne soient pas des formations, mais voilà. Dernière idée, il ne faut pas détruire le système de protection de l'enfance parce qu'on en a besoin. Donc une reconnaissance, une revalorisation de ces travaux, ce serait une bonne chose aussi. Merci beaucoup. Merci Corentin. Et puis merci de finir comme ça en apothéose ces 2 journées. Nous avons 2 questions à ton égard, notamment, donc tu me dis bien, sur les projets qui permettent de lutter contre les discours et les actions qui invisibilisent, banalisent, justifient les violences sexuelles. On aimerait peut-être t'entendre sur un focus sur la question des médias et du rôle des médias. Voilà, comment on peut justement, quel serait les messages apportés en termes de préconisation même à destination des médias pour justement favoriser un contre-discours, ou en tout cas participer à quelque chose. Ouais. Tu parles de médias au sens large ou de la presse en ligne, des réseaux sociaux aussi? Les médias. Ok, c'est ce que j'appelle la contre-culture du viol en fait, c'est-à-dire comment on construit, on réfléchit, on construit à des récits qui présentent la réalité des violences sexuelles. Le film de Jeanne Herry, c'est un excellent exemple, par exemple. Concernant les incestes commis par des mineurs, par exemple, c'est une des rares représentations cinématographiques que j'ai vues qui restitue aussi précisément qu'est-ce que c'est d'avoir vécu un inceste par son frère 20 ans plus tard. Et ça, c'est des représentations très fidèles et elles sont extrêmement rares quand on regarde les représentations cinématographiques typiquement qui sont sorties sur l'inceste. Si on prend un film comme celui avec Léa Drucker l'été dernier, on est dans une érotisation de la relation entre un belle-mère et son beau-fils. Et ces productions-là, elles ont toujours le même ressort, c'est-à-dire que pour qu'elles soient consommables et pour qu'on puisse y adhérer, c'est toujours la personne en position de dominer qui va faire le premier pas vers la personne en situation de dominant. C'est comme ça qu'elles sont rendues acceptables aujourd'hui dans une ère post-MeToo. Et donc, je pense que c'est des choix de financement et de production en réalité. Et la main, la balle est dans le camp du privé. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour orienter en fait les décisions des boîtes de production de ces contenus-là. Quand le capitalisme s'en mêle, en réalité, c'est extrêmement complexe. C'est la même question sur la pornographie, c'est vrai. L'inceste, c'est quelque chose de vendeur. Peut-être une deuxième question, justement, au niveau sociétal. Peut-être que la question, tu vas voir, mais est-ce que la société est prête pour ces changements? Parce qu'on voit bien, justement, à l'heure actuelle, en plus, dans ne fais pas ces gros yeux. Cette double observation à la fois effectivement de lutte contre les violences sexuelles, mais la masculinité le masculinisme qui augmente. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'a quand même jamais été aussi proche quelque part. Enfin, c'est la décennie qu'on passe depuis MeToo et MeToo Inceste, c'est un peu un revival du procès d'Aix et d'autres décennies qui ont été extrêmement importantes pour la lutte contre les violences sexuelles. Là, on ne voit pas d'essoufflement depuis presque... Enfin, MeToo, c'est en 2016. Depuis MeToo Inceste 2021, je trouve qu'il n'y a pas encore d'essoufflement. Le procès de Mazan, c'est un bon indicateur de ça. Au procès d'Aix, 40 ans plus tôt, je crois, le public, c'était des hommes venus défendre les accusés. Et là, on a une inversion et une iconisation, une héroïsation de la victime qui est problématique à certains égards, mais quand même qui dit quelque chose d'extrêmement important sur ce que les gens perçoivent des violences sexuelles aujourd'hui. Je ne sais pas si la société est prête, évidemment, j'en sais rien, mais je pense qu'en tout cas, il continue de se passer des choses et on est loin d'un essoufflement. On le voit aussi dans la production des livres féministes, dans la production des podcasts, dans la production de plus en plus de contenus qui en fait tiennent à ce que soit représenté, à ce que les représentations sociales collent à nos expériences en tout cas. Donc ça, c'est bon signe. Il y a 2 questions. Une question. Voilà, une question. Merci Corentin. Dans le panel de l'étude, y avait-il des mineurs et des familles étrangères? Et si oui, est-ce qu'il y avait des caractéristiques particulières? Et si oui encore, est-ce qu'on doit être alerté sur quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y aurait des recommandations particulières à prévoir vis-à-vis de publics qui sont soit en processus d'acculturation, soit en processus d'anomie? Est-ce que c'est quelque chose qui paraîtrait important à considérer?
Ok, alors je vois deux angles de réponse à votre question. Alors la première, c'est que j'ai croisé quelques familles effectivement françaises mais issues de l'immigration. Et un des gros enjeux qui n'est pas commun à cette population-là exclusivement, que j'ai vu sur le terrain, c'est suite de l'inscription de la famille dans une communauté de proximité qui vont fréquenter des lieux, les mêmes lieux que d'autres familles. En fait, j'ai beaucoup ça avec les communautés religieuses qui interagissent beaucoup autour d'une paroisse, etc. Donc pour certaines familles issues de l'immigration, c'était notamment des églises évangéliques, mais en fait, je retrouve la même chose dans la haute bourgeoisie parisienne qui vont fréquenter les mêmes églises. En fait, il y a des techniques de silenciation qui sont spécifiques, qui sont liées à des enjeux de réputation qui sont extrêmement forts du fait de la collectivisation de plein de moments de la vie familiale. Donc, en tout cas, les familles que j'ai rencontrées qui sont issues de l'immigration, j'ai retrouvé beaucoup ces enjeux-là dedans. Mais donc pas exclusivement ça. L'autre question, je pense que... et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le relativisme culturel qui peut être une tentation du côté des professionnels. Il y a un article qui est très bon de Lucille Hervouet, qui est sociologue et qui travaille à Tahiti. Elle a étudié la réception des récits d'inceste par les magistrats et les professionnels du travail social à Tahiti. Et elle explique que les expatriés, notamment, ont tendance à penser que l'inceste pourrait avoir des conséquences moindres sur une population pour qui ce serait une pratique culturellement plus admise. Et donc, du coup, ça fait qu'ils ont une rétention des récits qui est plus importante que sur d'autres territoires, du fait de ces croyances-là. Donc, je pense que le risque, c'est effectivement de tomber dans ce type de relativisme culturel-là. Daniel ? Merci beaucoup pour tout. Et puis aussi parce que ça touche à pour moi un levier qui me semble extrêmement important et qu'on n'utilise pas assez dans nos pratiques, et notamment dans les pratiques de soins pour les gens qui rencontrent des auteurs et qui essayent de les prendre en charge et les soigner, c'est le levier culturel notamment. Donc moi la question que je voulais poser c'était celle-là en fait. Donc l'importance de l'objet culturel et du levier culturel quand on voit l'état des politiques culturelles en France et de leur soutien actuellement. Et comment finalement est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt au regard de tout ce que vous avez pu expliquer, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à pouvoir déployer des animations, des intervenants culturels en fait, enfin des intervenants formés culturels à ces questions-là au sein des dispositifs, des institutions, des dispositifs de soins, comment tout ça peut s'allier aussi dans tous les espaces, etc. Ouais, je suis complètement d'accord, c'est une formidable idée. Je pense que dans tous les espaces où des enfants sont accueillis, que ce soit au milieu scolaire ou relatif à la protection de l'enfance et même d'autres, effectivement, c'est par des interventions extérieures de personnes formées qui sont spécialisées et qu'on va continuer d'inonder en fait par des contenus pertinents l'ensemble de la société, puisque c'est l'objectif. Et il y en a de plus en plus en réalité. Je parlais de CAP et de 1000 miettes, mais c'est ces deux exemples, je ne sais pas si tu les connais, mais c'est des choses super utiles, et ils ont aussi des modules de formation et pour les enseignants et pour les parents, et je crois qu'ils font tout sur 2 jours. Il y a des parties ensemble et des parties séparées, enfin, c'est vraiment super. L'association 1000 miettes de Maïlan, la présentation en 1 heure, il y a quoi, une chanson, un texte, un PowerPoint de ses livres, et elle raconte son histoire aussi oralement, et ça donne lieu à des questions qui sont formidables. Et moi, j'ai vu d'autres choses au fil aussi des colloques et tout. Il y avait une femme qui s'appelle Marie Lableu qui travaille au Théâtre des Opprimés et qui elle a développé des ateliers à destination des professionnels à partir des livres pour enfants qui représentent des violences sexuelles, avec des représentations qu'elle qualifie de différentes manières. Elle a une échelle. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça ne l'est pas? Et c'est un atelier qui est extrêmement intéressant pour les gens qui bossent avec des enfants. Ce genre d'initiative-là, après, c'est des savoirs qui se transmettent, c'est des contenus qui se transmettent aussi, qui peuvent circuler. C'est des gens qui peuvent travailler. Enfin, je veux dire... Il reste une dernière question en 1 minute. Tristan, si tu veux, avec la réponse comprise, 1 minute. Oui, ok. Donc, merci beaucoup pour ton propos. Je souscris à 100% à ta préconisation. Ma question est très simple, c'est est-ce qu'on ne risque pas de se limiter parfois dans cette notion de contre-culture sur laquelle plusieurs personnes ont rebondi, avec cette idée que tout se jouerait sur le plan des idées et non pas sur les expériences concrètes des individus. On en a parlé tout à l'heure sur les institutions, notamment sur les expériences concrètes de mixité
et dans lesquels Isabelle Claire que tu as cité, montrent que l'expérience concrète de la mixité façonne aussi des rapports de violence. Et donc tout ne se joue pas. On peut avoir des bonnes idées, mais si les expériences concrètes des individus se façonnent dans des rapports d'inégalité, de séparation en termes d'activité, etc., on peut tomber sur des reproductions de ce type de violence, quoi. Ouais, je te laisse poursuivre ton idée parce que je sais qu'elle est très bonne. Tu y répondras mieux que moi. Non, ce que je veux dire, c'est du coup, je pense qu'il y a un risque. J'ai entendu dans plusieurs interventions, c'est que ce que montre Isabelle Claire, c'est que du coup, à l'adolescence, il y a une injonction à faire mixité sur des plans des enjeux purement sexuels, et que les violences commises à l'adolescence sont commises dans des cadres, notamment les premières années universitaires, les cadres scolaires, etc., dans lesquels en fait l'expérience de la mixité façonnée chez les filles et les garçons sont des rapports construits autour de la sexualité, sur lesquels pèsent d'autres enjeux que le pur désir sexuel, notamment l'enjeu de démontrer son hétérosexualité, tu en as parlé tout à l'heure, etc. Et que pour moi, ça ne peut pas se jouer que sur le plan des idées. Il faut réfléchir aux expériences qu'on façonne dans les institutions, les espaces familiaux, scolaires, en termes de mixité qui ne s'organisent pas uniquement sur des rapports autour de la sexualité, quoi. Ouais, et hier soir, tu as ajouté dès l'enfance, effectivement, je finis juste là-dessus, il y a un sociologue qui s'appelle Kevin Dieter qui a étudié les rapports d'amitié et d'amour entre enfants dès l'école primaire, et il dit que les enseignants ont tendance à sexualiser, ou en tout cas à conjugaliser les relations entre enfants, en leur disant dès qu'ils traînent ensemble, « Ah bah c'est ton amoureuse, etc. » Et Tristan disait à raison qu'il faudrait peut-être penser à aider les enfants à conceptualiser les rapports de genre autrement dès la petite enfance. Merci beaucoup. On ne s'est pas vraiment entraîné pour la clôture. Et ça va se voir. Déjà, ça s'est vu sur notre façon de monter sur scène. Non, très, très brièvement, juste, il nous reste... Alors d'abord, à remercier infiniment tous nos intervenants et nos modérateurs qui ont fait un travail exceptionnel. Et je vous vois en régie. Vous les avez vus, les modérateurs, craindre le regard de la régie. Ils étaient là. C'est Mathias et Annelise, ils ont été terribles. Et merci beaucoup à vous deux. On va remercier aussi, je ne sais pas comment on dit, les vélotypistes. Je ne sais pas comment ça se dit. En tout cas, ce sont des êtres humains. Sachez-le, ce n'est pas une IA. Et puis le copil, là, non ? Allez, on va les remercier très, 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 très fort parce que tout ce copil à ce bureau, c'est eux qui travaillent depuis plusieurs années maintenant à la réalisation de cette audition publique. Alors, un grand merci. Et si avec ça, on vous donne rendez-vous en septembre pour les Journées nationales à Bordeaux. Et puis bien sûr, un grand merci au public parce que nous, on était là en 2018 et déjà, ça avait été très interactif, mais il me semble que ça a été encore beaucoup plus interactif cette année. Et ça, c'est vraiment le principe même de l'audition publique. Alors, on ne peut que se réjouir de ça, avec des interventions extrêmement variées et complémentaires. Alors, un grand merci à vous d'avoir tenu bon pendant ces 48 heures. Et j'étais dans le public en 2018, donc je confirme que c'était quand même beaucoup plus interactif. Et puis les gens sont restés les 2 jours, en fait. J'aimerais savoir pourquoi. Malgré la chaleur. Pourquoi en régie vous avez mis une photo de bébé lion. C'est pas bien d'avoir fait ça. C'est pour nous déconcentrer. Merci. On ne vous a pas remercié, Patrick, parce qu'en vrai, c'est Patrick qui fait la régie. Et puis maintenant, en fait, ce qu'on va faire... Et c'est qu'on va aller... alors, je ne sais pas si on les remercie encore. Oui, déjà, parce que quand même, ils sont restés. Ils ne se sont pas enfuis, ils n'ont pas fugué, la commission d'audition. Et en plus, ils savent qu'on va aller les enfermer pendant 48 heures. Le travail continue pour eux. Et qu'on ne les libérera pas s'ils n'ont pas terminé leur rapport dimanche. Dimanche. Dimanche, non, on vous Moi, dit pas l'heure. Je ne donne pas d'heure, dimanche.
Alors, on va tous vous laisser rentrer chez vous, dans vos familles, vous amuser, vous reposer, mais pas eux. Eux, on va les accompagner. Et juste vous dire que donc l'objectif, là aussi, c'est qu'ils puissent avoir... Alors, non, mais en vrai, un grand merci parce que vous avez énormément travaillé. Ouais. Et en plus, c'est des gens pour qui on a vraiment beaucoup d'affection, de respect, d'admiration. C'est vrai qu'on ne vous avait pas précisé vraiment le contenu. Tout sauf un, mais on ne dira pas lequel. Donc merci, on va vous accompagner comme dans des conditions confortables. Ils vont écrire ce rapport auquel en réalité ils ont déjà beaucoup travaillé. Ce sera terminé à la fin du week-end. Et cet été, on organisera la remise officielle du rapport parce que l'idée, c'est vraiment, vous l'avez compris, que tout ce qu'on vient de se dire ne reste pas entre nous, bien évidemment, mais qu'on puisse le porter. Et vous avez compris à quel niveau, la complexité des niveaux auxquels il va falloir porter tout ça. Mais en fait, on n'a plus trop peur de défis, donc on va le faire. Voilà. Merci beaucoup à vous tous, bon retour. Et puis rendez-vous au château. Et bonne soirée.